L'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. C'est l'épisode numéro 2 de la saison 3 avec Arnaud Clergue et Jeff Nunez. Messieurs, bonjour. Salut à toi. Bonjour Martial, bonjour Arnaud. Allez, la question du jour, messieurs, on entre dans le vif du sujet. L'ASM a-t-elle raté son entame de championnat? Un rapide tour de table, Arnaud. Alors, il y a Comment deux dire comment dire. Je ne vais pas te faire une réponse à la Gérard Lenormand, mais pour moi, non, c'est pas une entame de match, c'est pas une entame de saison ratée. Déjà, il y a la victoire. Et c'est 4 points contre une grosse équipe de Toulouse. Et moi, j'ai envie de retenir le positif. Jeff, est-ce que c'est moi qui vais m'y coller alors. C'est moi qui ai pris Donc, le verre à moitié vide. Non, c'est. Alors oui, on va nous donner les arguments d'une belle première mi-temps. Mais j'ai envie de garder aussi en mémoire. Il faut surtout pas oublier cette seconde période où l'ASM est passé à côté de son sujet, tout simplement. Faut oser le dire. Pour plein de raisons, des arguments que je vais développer tout à l'heure, j'espère. Est-ce que l'important, c'est pas les 4 points quand même? Alors, effectivement, la question, elle peut surprendre, mais au vu de la physionomie de la rencontre, eh bien, ça soulève forcément quelques interrogations, notamment cette deuxième mi-temps dont tu parlais, Arnaud. Oui, il y a cette deuxième mi-temps, et notamment à partir de la 50e minute où le Toulousain Richie Arnold a été expulsé, Toulouse s'est retrouvé à 13, et là, à partir de ce moment-là... Donc c'était le deuxième carton rouge, c'était le deuxième carton rouge, puisqu'il y avait celui de Técory en première mi-temps. En première mi-temps, oui. Donc le Stade Toulousain s'est retrouvé à 13, et à partir de ce moment-là, les Clermontois n'ont plus su gérer le match. La lumière s'est éteinte. Pour preuve, à 15 contre 13, l'ASM a quand même encaissé un 18-0. Alors, oui, il y a eu... Mais c'est sûr que c'est problématique de prendre un 18-0 à 15 contre 13. Mais c'est plus, je pense que ce sont plus des failles mentales qu'autre chose. Azema l'a dit après le match, à partir du moment où Toulouse a pris le carton rouge, ces joueurs, de manière presque incompréhensible, se sont mis sur le porte-bagages. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Et moi, j'ai plus envie de retenir la première mi-temps qui a été totalement maîtrisée. Face à une grosse équipe de Toulouse qui était pour le coup à 15 une bonne partie de la première mi-temps. Et j'ai plus envie de retenir ça, cette bonne gestion de la première mi-temps, que ces 30 minutes à infériorité numérique où le match a basculé un peu dans l'irrationnel. Et face à des Toulousains qui n'avaient plus rien à perdre à 13. Alors, on va rappeler qu'à la mi-temps, le score était de 23-5 en faveur de l'ASM. Mais Jeff, est-ce que c'est Toulouse qui a foiré sa première mi-temps? On parlait du carton rouge de Técory. Il y a aussi eu le carton jaune de Marchand, le capitaine du Stade Toulousain. Ou est-ce que c'est finalement l'ASM qui a maîtrisé son sujet en première mi-temps? Ou est-ce que c'est un peu des deux? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Si Toulouse a été dans ses derniers retranchements, si Toulouse s'est montré indiscipliné, si Toulouse a rendu des ballons, si Toulouse n'a pas réussi à tout simplement mettre en place son jeu... 11 pénalités en première mi-temps. C'est tout simplement parce que pendant ces 50 premières minutes, on va englober les 10 premières de la seconde, c'est que pendant ces 50 premières minutes, l'ASM, elle n'a pas été spectatrice du match, elle a été totalement dans l'action. Et c'est exactement ce que dit Franck Azema. Quand Franck Azema dit qu'à partir de la 50e, mon équipe s'est mise sur porte-bagages, c'est tout simplement, son équipe, c'est comme si elle était montée dans les gradins et qu'elle avait assisté à la rencontre. Elle est devenue spectatrice des événements et elle n'a plus du tout été actrice des événements. Alors que sur les 50 premières minutes, cette équipe, elle a été dans l'agressivité, dans la saine agressivité. Il y a eu du déchet dans le jeu au niveau de la qualité des transmissions, au niveau de la continuité du jeu, mais il y a eu une animation qui a toujours été intéressante et positive et qui a permis d'aller de l'avant. Moi, j'ai bien
j'ai bien aimé le premier quart d'heure de Kotaro Matsushima. Bon, ça n'a duré qu'un quart d'heure, mais on a déjà vu le potentiel qu'il avait. En effet, il est sorti d'une blessure aux adducteurs, mais il y a eu plein de choses intéressantes sur ces 50 premières minutes qui méritaient une autre fin peut-être. Moi, ça m'a fait penser, on est en plein Tour de France en ce moment, les 50 premières minutes de l'ASM m'ont fait penser à un cycliste qui mènerait un train d'enfer dans un col, et puis une fois que le boulot estimé est terminé, il se range sur le côté et rentre tranquillement à l'arrivée de l'étape. Mais pendant ce temps-là, il y a des échappés et Toulouse s'est échappé dans le match et ça m'a fait penser un peu à cette image-là. Alors du coup, là, ça serait plutôt la fringale pour les joueurs de l'ASM. Je pense que mentalement, ils se sont dit le travail est fait, ils sont à 13. Je pense qu'il y a... Il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement mental, c'est clair, mais il n'y a pas que ça non plus. Oui, il y a eu aussi des carences et des défaillances individuelles et collectives dans l'organisation plus humaines. Dans l'organisation du jeu notamment. Mais alors on parlait de fragilité mentale. Ce qui est, moi je veux bien par exemple qu'on nous parle de manque de préparation et c'est vrai que l'ASM n'a eu qu'un match de préparation. On va mettre de côté le match en interne qui remplaçait le match qui devait se jouer face à Lyon au Michelin. Mais cette fragilité mentale, moi je me souviens, on en parlait. On en parlait déjà la saison 2 du podcast et lors de la première saison du podcast. Non, mais on a retrouvé sur ce match-là exactement les mêmes travers, les mêmes défauts que la saison précédente, c'est-à-dire une équipe qui d'un match à l'autre n'est pas dans la constance, mais qui les mêmes sautes et la même inconstance d'une mi-temps à une autre. Oui, en effet, on a changé quelques hommes, mais les mots MAUX au niveau des soucis psychologiques et de la continuité mentale sont toujours présents. Alors, excuse-moi Arnaud, c'est intéressant ce que tu dis Jeff, parce que un mot quand même du coaching. Hein. Tu disais, on va prendre tout ce qui est bon jusqu'à la 50e minute. À la 50e minute, il y a un moment de coaching, puisque Franck Azema sort 4 joueurs et fait rentrer Parra, Pellissier, Falatea et Fischer. Et cela correspond au début de la remontada toulousaine. Est-ce qu'il faut y voir une relation de cause à effet, selon vous ? Alors, en première ligne, effectivement, les joueurs qui sont entrés en première ligne ont beaucoup souffert face aux Toulousains. Ça, c'est un fait. Morgan Parra, non plus, a un peu failli dans l'organisation du jeu en rendant... rendant beaucoup de ballons. Alors que les Clermontois étaient en supériorité numérique. Alors qu'il aurait fallu le porter. Il aurait fallu porter plus le ballon, plus jouer, écarter un maximum cette équipe de Toulouse qui était réduite, au lieu de rendre inutilement des ballons au pied. Il y a eu de la faillite, à ce niveau-là. Et en touche aussi, il y a eu des gros problèmes. On en parlait tout à l'heure avec Jean-François parce que mine de rien, nous préparons un peu l'émission. C'est bien les gars, c'est bien. Jean-François le disait fort justement, il manquait d'un capitaine de touche et c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi la touche dans les dernières minutes. Je me souviens à 2-3 minutes de la fin du match, quand Toulouse pressait pour essayer de gagner, il y a une touche Clermontois sur une pénalité, et au lieu de l'assurer sur le premier bloc de saut, on va tenter un troisième bloc de saut. Non, on ne fait pas ça. On assure le ballon, on le dégage et c'est terminé. Il y avait vraiment un contraste aussi, Jeff, entre la première et la deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'on a vu notamment les avants clermontois exercer une pression folle sur Antoine Dupont, le demi de mêlée du Stade Toulousain. Et ça, on l'a beaucoup moins vu en deuxième mi-temps. Tout simplement parce que cette équipe, elle a défendu sur les talons. Première mi-temps, elle a défendu en avançant. Elle a mis de la pression positive. Elle a poussé les Toulousains à faire des fautes de main eux aussi, parce qu'ils en ont commis quelques-unes. Il n'y a pas eu que Cancorier ou Ituria. Les Toulousains aussi ont eu leur lot de maladresse et d'imprécision. Mais en seconde période, cette équipe de l'ASM, elle a défendu non pas en avançant, mais en reculant. Et on est toujours... c'est encore plus compliqué d'inverser la pression quand on défend sur les talons, tout simplement. Mais moi, je pense quand même que sur cette dernière demi-heure, les Clermontois ont perdu quand même le fil conducteur, tout simplement. C'est ça, ouais. Ils ont eu, en accord avec Arnaud, tactiquement, ils se sont trompés. Ils se sont trompés de combat tactiquement.
Alors ils ont rendu beaucoup de ballons, certes, à 1 ou 2 de plus selon la situation, parce qu'eux aussi ont été en infériorité numérique, à 1 ou 2 de plus, eh ben, ils ont certainement pas appliqué le plan de jeu et le plan de match prévu dans cette situation-là, qui était peut-être de ramener les Toulousains au plus près des zones de ruck, ramener les Toulousains au plus près du ballon. On leur a permis de rester sur la largeur sans parvenir à les déborder, alors qu'il fallait peut-être les concentrer sur cet espace-là, sur un espace d'une dizaine de mètres, pour ensuite élargir et profiter des espaces sur les extérieurs. Là, on s'est trompé parce qu'on n'avait pas beaucoup le ballon et on n'a pas suffisamment peut-être insisté en travaillant dans l'axe. Puis après, au fur et à mesure que les Toulousains revenaient dans la partie, il y a peut-être eu aussi un peu d'affolement à se dire zut, ils sont 15, on une est forme frais, de on n'arrive pas. déstabilisation. Voilà. Et puis cette déstabilisation qui te fait déjouer. Tout simplement, je pense. Alors, ça aussi. pour terminer ce débat, messieurs, il y a quand même une échéance dont il faut parler. Elle n'est pas immédiate parce qu'il y a un match à jouer à Bayonne, ce sera donc ce week-end. Mais le week-end d'après, c'est l'échéance européenne. Il y a un quart de finale de Champions Cup à jouer qui devait se jouer lors de la saison 2019-2020. On sait ce qui est advenu. Cette échéance, elle est importante et elle arrive très tôt, on va dire, dans cette saison qui débute. Moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est les blessés au niveau du côté de l'ASM. Donc avant le match, il y avait Falgou, Yato, Lapendrie, Raka, Penaud, Ravaille aussi. Ouais, donc ça fait beaucoup. Et c'est des joueurs qui sont destinés à débuter sur la feuille de match. Et Matsushima, là, on ne sait pas trop, ouais. qui visiblement a ressenti une pointe au niveau de l'adducteur. Pour le match du Racing, c'est cette infirmerie qui se remplit petit à petit qui me fait peur. Alors il y a on va vivre quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire quand même. C'est qu'on est au mois de septembre et on va vivre un premier match éliminatoire. Normalement, ça arrive dans le meilleur des cas au printemps. Quand les équipes ont quand même beaucoup d'heures de vol, beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Là, on va vivre un match éliminatoire au bout de 3 semaines de compétition. C'est quelque chose de nouveau, c'était improbable, on n'aurait jamais cru voir ça dans le rugby moderne, avoir un match couperé aussitôt et aussi vite dans la saison. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que le Racing, qui est donc l'adversaire de l'ASM, je ne sais pas si on l'a précisé, n'est pas plus avancé, non. Même si le Racing a été s'imposé à Lyon. Ils ont été gagnés à Lyon. Laurent Travers disait, bon, on a quand même eu un jeu assez approximatif, c'est le terme qu'il a employé. C'est pas... Il n'y a pas plus de certitude du côté de Clermont. Oui, bien sûr. Mais donc, ça veut dire que c'est presque du 50-50. C'est sûr qu'on est quand même en tout début d'exercice. Et ces deux équipes, le visage qu'elles offrent aujourd'hui est à des années-lumière de celui qu'elles auraient pu offrir au printemps en cas de confrontation éliminatoire. Ça, c'est obligé. Eh bien, on verra ça donc le samedi 19 septembre, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 18h30 sur la pelouse du Michelin. Voilà pour ce débat. Dans un instant, le quiz pour terminer ce podcast. Mais tout de suite, les tops et les flops. Messieurs, on commence avec vos tops. Arnaud, s'il te plaît. Alors, on va revenir encore sur ce match ASM Toulouse. Moi, mon top, c'est ce geste de Ramos à la 67e minute. Juste avant le 4e essai. Oui, qui amène quelques temps de jeu plus tard l'essai de Dupont. 80-90 mètres, quoi. Enfin, un essai du bout du monde, qu'on voit en boucle. Voilà, c'est ça. Non, ce geste, il est fabuleux. C'est sur un coup de pied d'occupation de Camille Lopez. Un bon jeu au pied, en plus. Oui, un très bon jeu au pied, puisque Ramos se retrouve dans ses 5 mètres. À proximité de la ligne de touche, donc il y avait toutes les chances qu'il soit poussé en touche par la défense de Clermontoise qui est monté assez fort. Et là, il fait un geste absolument incroyable. Je crois même avoir lu aujourd'hui que c'est Ntamak qui lui dit entre les jambes. Il fait la passe entre les jambes. Ntamak récupère quelques jeux
quelques temps de jeu plus tard, c'était fantastique. Et Jeu de main, jeu de Toulousain, comme on dit. Il y a Dupont aussi qui fait la fin de passe. C'était très bel essai. Après, Dupont, c'est vrai, il a un 2 contre 1 à négocier. Il a Lebel à sa droite et il y a Tibérien entre les deux. Tibérien, j'y vais pas. Dupont fait le bon geste au bon moment. Il profite de la présence d'un coéquipier, le jeu sans ballon. Son coéquipier lui offre une possibilité. Et Tibérien, il est obligé de couvrir. Il peut pas totalement délaisser Dupont. La fin de passe, il y mord, mais comme n'importe quel joueur, il y aurait mordu. Et ça ouvre encore plus l'espace à Antoine Dupont. Mais c'est vrai que cet essai, oui, parce que j'en reviens, mais c'est vrai que le jeu au pied de Camille Lopez est très bon. Le ballon reste dans le terrain. Il est à 3-4 mètres de l'embut. Ramos est dos au jeu. Il y a 2 Clermontois qui montent sur lui. Il n'est pas en situation favorable sur cette action à ce moment-là. Tu gardes la parole, Jeff, pour ton top. Mon top, ça va être le choix. Alors ça va surprendre tout le monde. Moi qui d'habitude dis qu'il ne faut jamais insulter le jeu, que quand les points se présentent, il faut les prendre. Je reconnais là votre pragmatisme. Voilà. Eh bien, mon top, ça va être le choix de Romain Ntamak de ne pas avoir pris la pénalité en fin de match, de ne pas avoir suivi non plus la recommandation d'Hugo Mola qui lui indiquait de prendre les 3 points. Voilà, parce qu'il l'a vu, c'est clair et net. Il a vu le banc lui demander de prendre les 3 points. Mais non, cette équipe, c'est une décision qui est à l'image de leur match. Voilà. Je crois que c'est pas la première fois que les joueurs contredisent, enfin n'écoutent pas. Voilà. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais cette décision, elle est tellement symbolique du match qu'ont fait les Toulousains hier, avec beaucoup de culot, ils ont cru en eux, ils ont cru en leur chance. Ils se sont dit, on est à 2 de moins, on est à 25 à 6, je crois. Eh ils ont continué, ils ont tenté les pénalités, ils n'ont pas pris les points au pied. Alors certes, quand ils sont revenus 25-22, 26-22, ils ont pris les points au pied, mais ils ont tenté. Et puis on va rappeler qu'il y a eu cet essai quand même refusé en toute fin de match aussi aux Toulousains. Oui, donc moi c'est ce choix-là que j'ai envie de saluer. Je ne suis pas sûr que le président Lacroix ou Hugo Mola ait sauté au plafond, mais bon. En conférence de presse d'après-match, Hugo Mola n'en voulait pas du tout à ses joueurs, il arrive à comprendre. Il a dit on était à 13 contre 15, c'était un peu dans l'euphorie, ils ont été super courageux. Il a même dit qu'il était fier de son groupe. Certains le prendront peut-être pour péché d'orgueil, mais non, j'ai l'arrogance peut-être. Mais non, j'ai envie d'y voir quelque chose de positif. Donc encore une fois, c'est dans l'esprit un peu folle de cette fin de match. Totalement. On est emporté par. Oui, et puis ça correspond à cette équipe aussi du Stade Toulousain. On va passer au flop, messieurs. Arnaud. Alors mon flop, c'est l'équipe de Montpellier. Donc, qui a chuté à domicile face à Pau pour sa première journée de championnat. À la dernière minute. Même à la 82e minute. Ils menaient 23-10 à la mi-temps et finalement ils n'ont inscrit aucun point en seconde période pour perdre 26-23. Mais plus que la défaite, c'est on a l'impression qu'il se passe rien dans ce club. Depuis que le Sud-Africain Jack White avait pris en main cette équipe, on a l'impression que c'est monolithique, c'est toujours pareil, un jeu stéréotypé. Et j'ai l'impression qu'on pourrait mettre n'importe qui entraîneur, ça serait toujours pareil. Vern Cotter, Garba Josa, Eddie Jones, Aimé Jacquet, n'importe qui. On va rappeler que Philippe Saint-André est arrivé, pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que manager. Directeur du rugby. Directeur du rugby. Jeff, ton flop? Mon flop. Alors, quand on fait mon flop, ça va être. Toulon. Non. Ils n'ont pas fait un mauvais match à La Rochelle. Non, mon flop, ça va être l'arbitrage. L'arbitrage du match Non, l'arbitrage en général. Ah, en général, on a vu sur cette première journée beaucoup de discussions entre les arbitres et les joueurs, beaucoup d'explications. Et Dieu sait que les arbitres ont été dans les clubs et que les staffs ont été sensibilisés, alors non pas aux nouvelles règles, ce ne sont pas des nouvelles règles, mais aux nouvelles, dispositions de la règle. On l'a vu sur les zones plaqueurs-plaqués, on l'a vu du côté du stade de Gerland,
Russell a fait quasiment la même action que Ntamak, son essai a été accordé. Je dis quasiment parce que c'est pas tout à fait la même. Là, le Ntamak, on lui refuse son essai. Si on lui refuse, c'est certainement qu'il y a une bonne raison. Mais, et puis, on s'est penché sur des... A priori, il aurait dû relâcher le ballon, c'est ça? Voilà, Si voilà. Ouais. On s'est penché sur des zones qui étaient peut-être pas les plus importantes du jeu, pardon, même si c'est important de protéger le gratteur, éviter certains déblayages qui étaient quand même très très violents. Et je me suis rendu compte, ne serait-ce qu'hier soir, lors du match entre l'ASM et le Stade Toulousain, c'est qu'il y a un sujet qui a été oublié dans l'arbitrage, c'est la mêlée. Hier soir, pas une seule mêlée n'a été disputée du premier coup. Il a fallu s'y reprendre à 2, à 3 fois, parfois. C'est beaucoup trop de temps perdu sur des phases statiques pour pas grand-chose. C'est dommage, on a essayé de régler des problèmes sur des secteurs qui n'étaient pas les plus urgents et on ne s'est peut-être pas attaqué à un problème de fond qui existe depuis des années. Donc on n'a pas choisi les bonnes cibles, si j'ai bien compris. Voilà. Merci messieurs, on va terminer comme d'habitude avec le quiz. Et le quiz, le thème du quiz, ce ne sera pas Annie Cordy, désolé. Ah, je l'avais demandé Arnaud. hier. J'avais révisé aussi Tata Yo-Yo. Non, le thème c'est l'Aviron Bayonnais, puisque c'est le prochain adversaire de l'ASM Clermont. Allez, on commence très rapidement. Combien de titres de champion de France contre l'Aviron Bayonnais en titre équivalent top 14, enfin première division, hein. Je ne parle pas de 3D2. 3, c'est la bonne réponse en 1913, en 1934 et en 1943, autant dire que ça remonte. Vous étiez né, absolument. En 43, oui, mais pas en 13. En quelle année, vous allez le payer, en quelle année Bayonne a disputé sa dernière finale du championnat de France? Donc, équivalent top 14. Dans les années 90, 92 En 57. Non, t'es pas trop loin, Jeff. Non, pas 57. Je revois. C'était au Parc des Princes, je m'en souviens. Pas 87. C'était pas contre Toulon. Non, c'était face à Agen. Ils ont perdu face à Agen. 89. Et c'était... Allez, 91. Non, 92. On va 92. Non, l'année qui suit l'élection de François Mitterrand. 1982. 82, bravo Jeff, donc perdu face à Agen. Je vais vous faire mal, je n'étais pas né. Tu n'étais pas né, toi. Alors là, on va évoquer une année où personne n'était né. En quelle année l'Aviron Bayonnais a été créé? 1907. 1905. Allez, un de moins. 1904. 1904, tout à fait. Quelle profession exerçait le mythique Jean Daugé, qui donc a donné son nom Il était médecin. au stade? Il n'était pas médecin. Aviateur. Il n'était pas aviateur. Il faisait la même profession que vous, figurez-vous. Ah, il était journaliste. Oui, il était journaliste. Non, parce que Arnaud a une seconde vie aussi. Il fait de la comptabilité certains soirs. On peut rien dire. En 2006, Bayonne a disputé un quart de finale de challenge européen. C'était face à quel adversaire? En 2010. 2006, un quart de finale du challenge européen face à un club anglais. J'espère que les supporters de l'Aviron ne nous regardent pas, ils vont nous trouver catastrophiques. Pas, voilà. C'est pas les Harlequins. Non. Les Wasps. Non. Les London Irish. Irish. Bravo, messieurs. Quel est le nom de la mascotte de l'Aviron Bayonnais? Bon, ça vous le savez? Non? Potoka? Ouais, c'est ça, Ouais. Le petit cheval. Oui, j'ai eu un doute. Mais alors justement, une question en rapport avec ça. Que s'est-il passé lors du derby Bayonne-Biarritz en novembre 2015? En novembre 2015? Ouais. Ah non, mais c'est pas le jour où le papa d'Imanol Arénordo qui rentre sur terre. Non, ça a un rapport avec la mascotte. Justement, c'est pour ça que j'enchaînais. En fait, ce jour-là, la mascotte... Elle a fait un malaise. Ah bon? Elle est tombée dans les pommes. Mais elle va bien, rassurez-nous. Oui, ça va bien depuis. On embrasse sa famille. En 2011, il y a 2 All Blacks qui débarquent à Bayonne. Est-ce que vous pouvez me donner leur nom? Il y a Rocco Socco. Il y a Rocco Socco, Rocco exactement. Socco, Et le deuxième son prénom, c'est Nehemia. Vous l'avez pas? Tialata.
116 sélections à eux deux quand même. C'était du lourd. Dernière question. Quel chef d'entreprise célèbre a occupé le poste de président de l'avion bayonnais entre décembre 2011 et février 2014? Dès qu'on parle de lunettes, c'est ce que je voulais dire. Non, je pensais que c'était plutôt pour ma culture people. Voilà, tout à fait. Allez, on va dire que vous êtes à égalité. Oui. J'ai pas compté. Donc c'est là-dessus que ça va se départager. Quelle est la capacité du stade Jean Daugé? 18 000. Alors 18 000, attends, celui qui est le plus près. Attends, tu dis 18 000. 18 066. 18 066. Ouais. Eh bien, c'est Jeff qui gagne parce que c'est 16 934. J'avais fait un quiz en plus là-dessus. Bon, en tout cas. C'est fou. Ça m'avait valu des ronds. Nos excuses aux fans de l'Aéron bayonnais pour notre méconnaissance. Petite victoire, mais victoire tout de même d'une de courte Jeff. tête. Sur le fil, comme la SM hier, l'essentiel, c'est les 4 points. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Merci et à la semaine prochaine. Ciao. Salut à tous. Au revoir.